Cosa Vostra. En fait, ce qui est complexe aujourd'hui dans le multicanal, c'est que tu identifies bien tes ventes. Ok, elles sont là, elles sont faites. Tu identifies beaucoup moins bien l'empreinte laissée par ton passage en magasin sur des ventes digitales. Moi, mon rêve, c'est ça. C'est souvent, en plus quand j'étais à la Fnac il y a quelques années, c'était l'inverse, c'était dire oh là là, mais est-ce que le digital finalement je prépare des achats et ça me fait faire des ventes en magasin. Moi maintenant je pense que c'est l'inverse. Je pense que si l'expérience de marque est vraiment bien faite en magasin, ça a un effet de halo multiplicateur sur le digital. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier avec Amélie Poisson, qui est directrice marketing, marque et client de La Redoute. Bonjour Laurent. Bonjour Amélie, très heureux de te recevoir. Ça fait longtemps que j'ai envie de recevoir La Redoute sur le Panier. Il y a un tas de sujets, je pense, qu'on pourrait aborder avec toi, avec vous. Et aujourd'hui, je suis très heureux de te recevoir. Tu es au COMEX de La Redoute. Vous êtes une douzaine, c'est ça ? Oui, on est une douzaine et on est une équipe qui travaille depuis un certain moment ensemble sur la transformation de La Redoute. Alors, on va parler de l'histoire de La Redoute, qui est un groupe passionnant, de son futur évidemment. On va parler de la construction, de la reconstruction d'une marque forte autour des produits des marques La Redoute, AMPM, La Redoute Maison, La Redoute Collection. On va parler de l'offre, puisque La Redoute c'est une place de marché, un peu hybride, tu nous expliqueras. De la distribution, puisqu'il y a un retail physique, il y a des corners, ça fait partie du groupe Grande Galerie, donc il y a aussi une présence... du groupe Galerie Lafayette. Galerie Lafayette, pardon. Donc il y a aussi une présence physique et évidemment des enjeux futurs. Sur la douzaine de membres du COMEX, vous êtes tous des produits La Redoute comme toi et... Je ne sais pas ce que ça veut dire, Kering, les produits PR. La Redoute. Non, il y a différentes... Vous avez tous vécu ces 10 dernières années ensemble ? Alors, pas tous sur les 12, il y a des gens qui sont arrivés plus récemment, mais c'est vrai qu'on est un noyau dur qui a travaillé sur la transformation avec Nathalie Bala et Eric Courteil maintenant depuis 7-8 ans, voire pour certains un petit peu plus. Et on vient d'horizons assez différents, pas mal de gens du retail, tout le monde ne vient pas du groupe anciennement Pinot Printemps Redoute. D'accord. Et toi-même, ça fait... tu étais à la Fnac avant ? Avant, j'ai passé 9 ans à la Fnac. Ok, donc une belle expérience du retail et du digital ? Oui, alors en fait à la Fnac, j'étais surtout sur des postes d'animation de réseau, de marketing, beaucoup d'événementiel culturel, donc j'ai fait pas mal de métiers différents. Je travaillais avec les équipes digitales, mais j'étais pas en charge du digital. Je suis vraiment tombée dedans avec La Redoute et sur la transformation. D'accord. Directrice marketing, marque et client, en fait tu m'expliquais tout à l'heure en préparant cet entretien que c'est tout ce à quoi fait face en fait le client quand il a rapport à La Redoute. C'est vrai qu'en fait en 2014, donc il y a maintenant un peu plus de 6 ans, on s'est dit quelle organisation on doit mettre en place pour faire face à la transformation, et on a séparé les sujets. Alors on travaille bien sûr ensemble, mais on a par exemple Philippe Berland qui est DG Commerce, qui a tous les sujets autour du produit et du retail aujourd'hui, et moi j'ai pris en charge avec mes équipes tous les sujets autour du client. Donc ça va de finalement la marque, les contenus de marque, la publicité, les réseaux sociaux. Ça passe par le marketing, l'animation client et la partie média, le digital en termes d'interface, parce qu'on travaille évidemment avec les équipes IT, et puis la relation client, l'après-vente. L'après-vente, c'est très très large, mais c'est toute la vie du client. Oui, c'était. En fait, je pense que quand on est dans une phase de transformation et elle n'est pas finie, on est en perpétuelle finalement transformation, et maintenant on peut dire qu'on est plutôt en développement.
Et dans ce monde digital, finalement, c'est relativement complexe le parcours du client. Donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec les équipes et de pouvoir suivre le client de l'acquisition à la prévente. Évidemment, on n'est pas en vase clos. On travaille avec nos partenaires dans l'entreprise, sur la prévente, beaucoup avec la logistique. Je te disais, sur le digital, on est en mode agile, feature team, sur la conception des choses dans le magasin. Et le marketing et la marque travaillent beaucoup avec les équipes commerciales. Ok, c'est intéressant. Et ce qui serait intéressant d'aborder, on le fera un peu plus tard j'imagine, mais c'est la notion de marque. Tu dis reconstruire une marque forte. C'est vrai que la Redoute, c'est une évidence pour la plupart des Français. Mais est-ce que c'est le cas pour les jeunes ? Est-ce que Alors c'est une marque effectivement qui a une très belle notoriété, plus de 99%, donc chez les 18-65 ans. Donc en spontané ? En assisté, mais en spontané, c'est quasiment pareil. Oui, mais la Redoute, c'est vrai que tout le monde connaît. Tout le monde connaît la Redoute et tout le monde a une histoire avec la Redoute. Enfin, voilà, c'est à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. D'ailleurs, la Fnac, c'était un peu pareil. C'est des marques. J'ai eu de la chance de travailler sur des marques comme ça, qui sont à la fois des marques aimées par les Français et qui sont des marques avec un patrimoine, avec un héritage. C'est une force et en même temps, du coup, pour changer la perception, ça demande un travail énorme parce que les gens ont enregistré que la Redoute, c'est le catalogue, c'est la mode femme et c'est pas aujourd'hui forcément le digital, le magasin, etc. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a réalisé avec les équipes depuis 6 ans et on progresse bien, mais transformer une marque, déjà, ça prend du temps. Et l'enjeu, c'était pas tellement un enjeu de notoriété, c'était un enjeu plutôt de considération. Perception, ok. Ouais, est-ce que quand j'ai envie de m'acheter un canapé aujourd'hui, je me tourne vers la Redoute pour découvrir la Redoute intérieure ou à MPM ? Est-ce que j'ai envie d'acheter des Stan Smith ou un jean, un jean Levi's ou peu importe, est-ce que je vais aller à la Redoute plutôt que chez d'autres pure players ? Alors voilà, donc c'est une marque transgénérationnelle, donc ça c'est très intéressant, mais du coup il faut rester bien en connexion avec tes cibles stratégiques. Et aujourd'hui on a une cible familiale, la mission qu'on s'est donnée c'est embellir la vie des familles. Donc, et quand on parle de famille, on pense qu'on est utile, puisque je pense que si une marque n'est pas utile, c'est plus compliqué de durer. Donc, on pense qu'on est utile surtout pour les familles, alors les jeunes familles et les familles avec des enfants et des jeunes ados. Donc, on va dire, en gros, pour faire large en termes d'âge, à peu près les 25-45 ans. C'est intéressant, embellir la vie des familles. C'est très large la vie. C'est pas l'intérieur, l'armoire, le dressing, c'est la vie. En fait, la Redoute, on a une conviction que bien sûr qu'on vend des objets et qu'ils doivent être fonctionnels avant tout, mais ils peuvent être beaux aussi. Alors après, le goût, etc. Mais dans embellir, il y a plein de choses. Il y a le design et on a à Roubaix plusieurs bureaux de stylistes et de designers. Tous les produits La Redoute intérieure et AMPM sont designés en interne. Pareil pour notre marque interne, La Redoute Collection en mode. Et donc, ces équipes travaillent et ont vraiment beaucoup de talent. Et il faut le revendiquer. Donc, le design et le beau, en tout cas, ils y mettent tout leur cœur sur les produits. Ensuite, dans embellir, pour nous, il y a aussi faciliter la vie des familles. Si le e-commerce peut être une solution pour ces familles. Si ça devient un effort ou si c'est compliqué, c'est plus compliqué pour la maman ou le papa à gérer. Donc, et on sait tous, et la Redoute n'est pas à l'abri de ça, on fait tous des erreurs, mais on sait tous que quand ça marche, c'est génial. Et quand ça ne marche pas avec un e-commerçant, ça peut vite devenir l'enfer. Donc, on a un gros travail de fond, de process et de se mettre dans les baskets du client, en fait, à la place du client, pour concevoir les choses. Et puis, dans embellir, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est autour de la RSE. Aujourd'hui, nos clients, comme partout d'ailleurs, sont très sensibles à ça. Ils l'étaient avant la pandémie. On va dire que la sensibilité est encore plus forte aujourd'hui. Donc, on a une ambition très forte sur la RSE, sur plusieurs aspects. Notre offre propre, déjà. Par exemple, sur le prêt-à-porter dans nos collections, on va être déjà, je pense, sur cette saison, à 60% de nos produits qui sont mode responsable. Donc, c'est quoi ? C'est des critères, par exemple, de matière. Alors, il faut un critère. Tout ça, c'est une longue amélioration et il faut pas faire... Chaque geste compte, de toute façon. Voilà, c'est une longue amélioration. Je pense que demain ou après-demain, le produit sera totalement RSE. Mais aujourd'hui, les critères qu'on applique, il faut à minima un critère. C'est soit, par exemple, du coton bio.
ou du prochain port. Du prochain port, c'est que j'ai fabriqué en Europe, par exemple, où j'ai une matière Ecotex, donc qui est vraiment qui préserve la santé de nos clients, etc., etc. Et alors bon, il n'y a pas que le coton bio, toutes les matières naturelles, hein, le lin, le chanvre, c'est un bois qui est géré durablement, etc., etc. Donc ça, c'est un travail de fond des équipes produits. Donc c'est la première chose. Ensuite, évidemment, on a des enjeux. On travaille sur un bilan carbone, on travaille sur notre sacherie. On a encore trop de plastique, donc on fait des tests et on doit s'améliorer là-dessus. On a déjà réduit pas mal en travaillant avec des startups. Pour réduire le plastique, soit tu le réduis, soit tu le remplaces. Et en fait, on travaille en parallèle les deux sujets, parce que remplacer le plastique aujourd'hui, il n'y a pas encore les filières. Réduire en attendant d'arriver à le remplacer. Exactement, exactement. Okay. Voilà, donc il y a plein de choses sur la RSE. La dernière chose qui est très importante pour nous, qu'on vient de lancer, peut-être tu as vu, c'est la reboucle. C'est notre plateforme C2C qu'on a lancée là début janvier pour proposer à nos clients de pouvoir acheter de la seconde main et revendre de la seconde main. Quelle qu'elle soit. Pas forcément des produits Redoute ? Pas du tout. Alors pas tous les produits, voilà, mais tout ce qui concerne la mode et la maison, mais aussi la périculture, et le jouet, tu peux tout vendre et tout acheter sur la Redoute. Intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus ? Comment ça marche ? Comment s'est fait le lancement ? Écoute, ça a du coup un mois maintenant, c'est ça ? Ça a un petit mois, c'est le début. On est pas loin de 40 000 produits publiés, donc on est plutôt content, plutôt en avance sur nos chiffres, parce que la question c'est que la plateforme prenne et monte, et les ventes commencent. On a pas mal de membres, on avait déjà à peu près 400 000 personnes qui avaient visité le site là en un mois, donc on trouve ça pas mal, c'est prometteur. Super début. C'est une belle expression en termes de communication de cette volonté RSE. Il y a une volonté business derrière aussi ? Il y a une volonté, on est des commerçants donc forcément, mais il y a une volonté de fidélisation en fait. L'usage du C2C est devenu tellement important dans la vie de nos clients, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. On avait fait des études, hein, plus d'un client sur deux achetait ou vendait sur des plateformes. Par ailleurs, tu sais à quel point les Français sont fans de vide-grenier, de brocante, etc. En ce moment, voilà, c'est pas possible et on sait que c'est pendant pas mal de temps, ça va pas l'être encore. Donc du coup, ce type de service aide vraiment les gens à la fois, voilà, renouveler, financer des projets, etc. Parce qu'en fait, on pense qu'il y a deux choses. Il y a l'aspect RSE de l'économie circulaire qui est tout à fait louable et nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui. Et il y a aussi le pouvoir d'achat. Et du coup, ça permet aux gens de pouvoir réaliser leurs achats, leurs projets. Par exemple, je veux redécorer une pièce dans ma maison. Je peux déjà vendre ce que j'ai parce qu'on a un patrimoine chez nous. Hein, on stocke beaucoup trop. Donc, autant que ça circule et que ça serve à d'autres personnes. Et du coup, tu peux choisir une carte cadeau sur laquelle la Redoute abonde finalement. On abonde de 25%. Et ça te permet de te racheter ton fauteuil, ton canapé à moindre coût. C'est intéressant. Je me faisais la réflexion hier... ou avant-hier, j'ai des objets en ce moment à vendre sur une autre plateforme comment est-ce possible ? Mais comment est-ce possible ? Je me pose la question. On enregistre, chers auditeurs, cet épisode en février. On est le 5 février. Il y a une semaine, une bonne semaine, je crois, les grandes surfaces de plus de 20 000 m² ont été fermées, dont certaines d'ameublement. Et je me disais, tiens, est-ce qu'il y a du coup un report du business, tu vois, sur la seconde main d'ameublement sur ce genre de plateforme. J'imagine que comme pas mal de plateformes digitales cette année de Covid, ça connaît une accélération. Mais je me faisais cette réflexion. C'est intéressant parce que du coup, la reboucle, c'est un pas de plus dans l'accompagnement du client, dans la vie du client. Il a découvert avec le branding, il a acheté avec du marketing. Tu vois, quand on disait embellir la vie des familles, c'est ça aussi, c'est leur donner du pouvoir d'achat. Et c'est être dans la compréhension intime, finalement, de la vie des gens. Souvent, on me parle du catalogue et tout le monde a son histoire du catalogue. Et ce qui est le plus marquant, c'est pas tellement le catalogue, c'était le lien qu'il créait dans la famille, par exemple entre un adolescent et sa maman, entre des enfants ou un jeune homme lors de ses premiers émois avec les pages lingerie, par exemple. Donc il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein d'anecdotes et souvent les gens, c'est pas les produits ou c'est pas ce qu'ils ont acheté à la Redoute qui reste, c'est ce que ça crée de liens et de discussions dans la famille. Et c'était cette compréhension finalement de l'intimité de la famille qui m'intéresse. Et donc c'est ça qu'on essaie de refaire et en proposant la reboucle, c'est une nouvelle façon de le faire.
d'affaires et c'est la Redoute d'aujourd'hui. Ton cœur de cible aujourd'hui, qui est-ce que tu essayes d'atteindre ? Alors, la Redoute est une marque qui est transgénérationnelle, donc ça c'est très intéressant et souvent j'ai l'habitude de dire on a toute la France, on est représentatif de la France. Quand on fait une étude sur nos panels clients, c'est à peu près exactement les mêmes usages que dans toutes les études représentatives de la France. Donc ça c'est assez amusant. Aujourd'hui, maintenant notre cible stratégique, on va dire, ou nos personas comme on les appelle dans le jargon marketing pour travailler et concevoir les offres de services et de produits, ce sont les familles et plutôt les jeunes familles. Donc on a 2 cibles, on va dire la jeune mère expérimentée, la jeune mère, non, elle n'est pas expérimentée toujours, mais donc justement on est là pour l'accompagner dans la grossesse, le premier enfant, tout ce qui est autour du bébé, etc. Et puis la mère plus expérimentée, là qui a plutôt 2 voire 3 enfants, souvent un ado, sur lequel l'enfant, enfin dans ce type de famille, l'enfant à partir de 7-8 ans a un énorme pouvoir de prescription. Donc finalement, on a les mamans ou les papas, mais on a aussi en sous-cible, 2 cibles d'enfants, donc les enfants 7-10 ans et les 11-14 ans, sur lequel les gens ne le savent pas, mais on est déclaré comme 4e site. C'est-à-dire que les jeunes ados regardent la Redoute. Je pense que c'est parce que comme c'est un site de maman, et on sait qu'elle va acheter dessus, je regarde s'il y a les marques que j'aime. C'est marrant, je l'apprends, je le découvre et je m'en étonne. Mes chers auditeurs, un peu plus tard dans l'enregistrement, on parlera d'une belle OP que vous avez fait l'année dernière, 2 belles OP sur TikTok, avec des contenus spécifiques TikTok, justement, pas comme ces marques, je les citerai pas, mais qui font des dupliqués de contenu d'une plateforme à l'autre. Là, vous êtes vraiment intéressé à l'audience, au personnage, justement, que vous avez sur ces plateformes. Intéressant. Moi, j'aurais, si tu m'avais posé la question, j'aurais imaginé qu'il y avait une rupture générationnelle quand même avant la transformation digitale. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, je sais pas si tu l'as remarqué, chers auditeurs, si un jour on se croise au bureau, vous verrez qu'on a pas mal de mobilier et que le mobilier, on l'a acheté sur la Redoute. Pour nous, c'était... tu l'as pas vu dans la break room, mais c'est le cas aussi. J'aurais imaginé avant la transformation digitale, disons, il y aurait peut-être une rupture d'habitude. Alors, je pense que la perception sur le prêt-à-porter est encore trop féminin versus famille et trop plutôt femme, enfin comme moi, j'ai 46 ans, donc en gros moi, versus des plus jeunes. Maintenant, en fait, tout le travail de l'offre a été... aujourd'hui, plus de 70% de notre chiffre d'affaires, c'est sur la maison. Donc ça, les gens n'en ont pas 70%. Voilà, n'ont pas forcément conscience. Donc du coup, avec les marques La Redoute Intérieure, AMPM, mais aussi la Marketplace, on va y venir, on arrive à recruter beaucoup plus de jeunes et surtout beaucoup de gens reviennent et redécouvrent La Redoute. Et donc finalement, dans notre offre, puisqu'on conçoit l'offre pour cette cible, la maison est très importante. Elle l'était déjà, encore avant la pandémie, on avait déjà des belles croissances, mais là, il y a une accélération très forte parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans le jargon marketing, un effet un peu nid. Les gens se recentrent sur eux et finalement, la maison, le foyer devient le lieu où je suis le plus moi-même, sans masque, et le plus sécure et voilà, le plus cosy par rapport à l'extérieur. Donc les Français et même les Européens, parce on est aussi à l'international, on pourra en parler plus tard, on a une très belle croissance à l'international et en particulier sur la maison. Donc ce phénomène, il n'est pas réservé à la France, bien entendu. Et du coup, voilà, ça permet de redécouvrir la Redoute autrement. Et finalement, et donc d'aller chercher des cibles beaucoup plus jeunes. Et sur la partie prêt-à-porter, on était très connus pour nos marques internes, et là il y a eu un formidable travail de stylistique qui a été fait sur la femme, mais aussi sur l'enfant, et ça marche très très bien l'enfant. Donc on est en train de renouer avec ces jeunes générations, mais aussi des vrais partenariats avec des marques de lifestyle, sportswear, que tu connais bien, Nike, Adidas, Levi's, Converse, etc. Et au travers de la marketplace, de très belles marques on rejoint la plateforme. Et ça permet d'avoir une offre assez large par rapport à nos cibles, et on va aller rechercher beaucoup plus de cibles plus jeunes. Par exemple, on fonctionne très bien, et ils sont là depuis le début, sur notre marketplace avec Mango. Voilà.
Ok. Donc c'est pour voir que tu puisses voir, voilà. Et on a là on vient de rentrer le groupe Etam par exemple, qui vient de se brancher en lingerie, puisqu'en mode on va vendre évidemment tout type de vêtements, y compris de la lingerie. Donc notre stratégie à nous là, c'est d'avoir toutes ces marques désirables sur le marché qui correspondent à ma cible famille et pour leur faciliter de la vie et devenir une destination préférée. Vous êtes en recherche de nouvelles marques ? Que moi, je peux venir vendre mes produits sur la marketplace ? Oui, alors en fait, sur la marketplace, la stratégie, aujourd'hui, on a 600 000 produits. Donc, on est j'ai envie de dire, une marketplace ultra sélective par rapport à nos concurrents. Et on souhaite le rester. Donc, très clairement, on est plutôt sur un partenariat avec des marques qui correspondent parfaitement à notre cible. Donc, on va pas tout brancher, donc ça dépend du produit, mais après, c'est pas la taille de la marque, c'est si le produit est qualitatif et l'expérience client. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on pense que avec les vendeurs qui sont sur la Redoute doivent partager nos valeurs en termes d'expérience client. Ok. J'entends. Tu as dit tout à l'heure que 70% du volume d'affaires est sur la maison ? Oui. Mais ce sont des paniers plus élevés ? Oui. Du coup, ça veut dire en termes de nombre de paniers ? Non, c'est 70% du volume en termes de valeur. De valeur. D'accord. Oui. Et en nombre d'actes d'achat ? On ne communique pas là-dessus. D'accord, très bien. Intéressant. J'aimerais faire un tout petit détour, reprendre le fil sur l'histoire, juste pour donner un peu de contexte. La Redoute a pris son indépendance, on peut dire ça comme ça, en 2014. En 2014 du groupe Kering, puis s'est rapproché de... Et a réintégré le groupe Galeries Lafayette en 2018. Il y a eu de sacrés enjeux de transformation sur cette dernière décennie pour un groupe qui a 150, presque 200 ans, je crois que c'est 1830. Alors 183. 183. Voilà. On est à 183 ans maintenant. Oui, après c'est une entreprise, évidemment nous on n'est que de passage, et c'est une entreprise qui a connu énormément de mutations quand on regarde ces 180 ans, et je vais pas refaire l'histoire de la Redoute, même si c'est assez passionnant. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une marque qui s'est toujours adaptée et qui a apporté des choses nouvelles dans la société. Par exemple, c'est une des premières marques à avoir mis en place ce qu'on appelait la carte kangourou à l'époque, parce que les femmes n'avaient pas de compte bancaire. Carte kangourou. Ouais, donc par cette carte de crédit, elles pouvaient être autonomes dans leurs achats. C'est une entreprise qui a mis en place le 24 heures chrono parce que la Poste était en grève et donc ils se sont débrouillés pour livrer les clients beaucoup plus rapidement. Quelles années ? Je sais, alors là, me demande pas, D'accord. Je ne sais plus. Mais voilà, donc à chaque fois, il y a eu des mutations très fortes et avec beaucoup de résilience. C'est une entreprise qui a démocratisé la mode et qui l'a apporté dans les campagnes bien avant les chaînes de magasins. Enfin voilà, là on est en plus en train en ce moment de refaire un travail d'archivage sur toute notre histoire parce que c'est important de savoir qui on est, d'où on vient. On croit beaucoup à ça dans l'ADN de la marque aussi pour la faire vivre pour le futur. Donc elle a été en mutation permanente et sur les dernières années, c'est vrai qu'on a eu des gros challenges de transformation. D'abord logistique, où on a dû changer notre outil logistique. Donc voilà, on a construit un nouvel outil et on est parti from scratch sur un nouvel outil logistique. C'est pas des choses très simples en e-commerce. Surtout que ce sont... alors, ça a toujours été de la VPC et mine de rien, on vend... C'est plus un catalogue, c'est un site internet, mais l'aspect marketplace... oui, ça change rien. La seule chose, c'est que l'ancien outil logistique n'était pas adapté à la rapidité attendue sur le commerce. Tu te mettais 2 jours à préparer ou 1 jour et demi à l'époque, il faut que je me souvienne, 1 jour et demi à préparer un colis, t'avais 14 manipulations, enfin le truc était complètement old school et du coup ne pouvait pas nous permettre de faire ce qu'on fait aujourd'hui, une livraison en 24 heures en relais colis par exemple, et qui est très attendu de nos clients. Aujourd'hui, sur un petit article... ça paraît évident aujourd'hui. Ça paraît évident. Ouais. Donc, mais pour ça, il fallait avoir le bon outil logistique. Donc, du coup, cet outil avait vécu et du coup, on a un nouvel outil qui s'appelle K30, qui est assez robotisé. Et là, les commandes sont prêtes en 2 heures, c'est au fil de l'eau et ça part. Et voilà, si tu commandes dans tout le nord de la France avant 18 heures, t'es livré le lendemain dans un relais. Quelle partie du stock est gérée par la Redoute et quelle partie par les revendeurs ? Alors, à date, la marketplace fait 30% de notre business et donc 70% est géré par la Redoute. France internationale. D'accord. Alors, quand tu dis la Redoute, c'est vendu aussi sur la marketplace ou vendu en propre, vendu... Alors,
En fait, donc, comment ça s'est passé? La marketplace La Redoute existe depuis 2012. Donc au début, voilà, c'est tiens, il y a un nouveau canal de vente, nouvelle façon de travailler. Et puis c'est un peu comme une start-up dans une grande entreprise. Tu accostes un nouveau canal, un peu comme ce qu'on est en train de faire avec La Reboucle aujourd'hui. J'espère que ça deviendra plus core business demain. Mais tu commences, t'essaies, puis petit à petit ça monte, puis ça prend 5%, 10%. Puis aujourd'hui c'est 30% de notre business et on l'a pas encore à l'international, mais c'est bien prévu. Ça va arriver. Donc ça va prendre encore plus d'ampleur. Donc là, on est en train de travailler vraiment en interne, de se dire finalement, qu'est-ce qu'on est? On veut être vraiment, donc on a parlé de l'émission tout à l'heure, embellir la vie des familles. On veut devenir la plateforme lifestyle préférée des familles. Et ce qui est très important, bon, lifestyle, c'est mode et maison, art de vivre, et un côté art de vivre un peu Frenchy aussi par rapport à nos amis européens. Famille, t'as compris, on en a parlé tout à l'heure. Et si on revient vers plateforme, c'est cette dimension, c'est de dire La Redoute n'a pas une marketplace, mais La Redoute est une marketplace. Et ça nous permet, ça change tout en fait. Ce petit verbe change tout parce que d'un point de vue culture, process, travail en interne, c'est complètement différent. Et donc du coup, jusqu'ici on avait La Redoute en tant qu'enseigne qui a ses produits, mais qui a aussi ses stocks portés sur un certain nombre de marques internationales ou nationales. Et puis tu avais la marketplace à côté. Maintenant, on est en train de vraiment retravailler et de se dire, et je vais te donner des exemples concrets, se dire on est une marketplace. Donc par exemple sur la relation client qui est dans mon périmètre, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la relation client des vendeurs, on ne la fait pas. Demain, tu m'appelles, tu as un problème à La Redoute, je dois être capable, y compris pour n'importe quel vendeur, de gérer le problème et de voir ensuite. Ça veut dire que sur l'animation commerciale, par exemple, j'ai un programme La Redoute et moi qui marche très bien, qui est un abonnement de service pour la livraison gratuite, retour gratuit et aussi un certain nombre d'avantages. Aujourd'hui, il n'est pas éligible sur la marketplace. Demain, sur mes top vendeurs, il doit être éligible. Donc tout ça, c'est d'aligner aussi l'ensemble des promesses services. La Redoute, on est très connu pour la livraison gratuite sur le prêt-à-porter, c'est un standard. Le retour gratuit, par exemple, sur la maison, c'est rarissime. Et on le fait. Donc voilà, donc on verra comment on fait et comment on travaille avec nos vendeurs pour se dire la promesse finalement de La Redoute doit irriguer à peu près partout. Donc du coup ça change beaucoup de choses et donc demain on est une marketplace et dans lequel il y a un vendeur qui est particulier et qui peut avoir des prérogatives qui est le vendeur Redoute. Et le vendeur Redoute va continuer à faire ses propres collections et va continuer à avoir du stock porté sur des best-sellers de marque, c'est évident. J'ai deux points sur lesquels je voulais rebondir. Le premier, t'as pas forcément la réponse, mais du coup je me pose la question. Quand tu dis livraison gratuite, je me suis dit on a quand même été mal éduqués en termes d'environnement ces dernières années, mais maintenant ça paraît, ce qu'on disait, essentiel, évident d'avoir une livraison gratuite. Vous avez été parmi les premiers à le faire. Ça te... Le retour gratuit, c'est parmi les premiers. La livraison gratuite. Alors si, sur le prêt-à-porter, on l'a fait assez vite. Sur la maison, maintenant, tu es en livraison gratuite quand tu prends le programme La Redoute et moi. Ok. C'est un détail, mais intéressant. Non, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que j'ai récemment passé une commande. J'ai dû la renvoyer. C'était pas La Redoute qui vendait, mais un revendeur. Et j'ai donc dû échanger avec le vendeur, oui. Et je sais plus quelle est la formulation, mais en gros, il était bien écrit que La Redoute est en copie de ce message, oui. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas de réponse. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal, ce qui est... Alors, je n'ai pas d'action La Redoute, mais je crois pas l'avoir vu ailleurs et je trouve ça intéressant. Alors, en fait, la philosophie de la marque La Redoute, je pense que on a une proximité avec nos clients très forte. Ils nous font confiance, en fait. Le principal asset de la marque, c'est la confiance. Et donc, du coup, quand tu opères en tant que marketplace, mais aussi en tant que, par exemple, C2C, demain sur La Reboucle, aujourd'hui, sur les plateformes, si tu as un ennui de C2C avec un particulier, tu peux toujours attendre d'avoir une résolution par la plateforme en question. Nous, on veut le faire différemment. On voudra être médiateur dans le cas, donc un vendeur ou un acheteur sur La Reboucle pourra très bien se tourner vers la relation client La Redoute et on traitera le sujet. Et sur la marketplace, c'est pareil. Donc on travaille énormément la qualité de service et expérience client des vendeurs et si ça se passe pas bien, on règle le cas évidemment. Et je pense que demain on doit aller beaucoup plus loin.
Parce que les clients attendent ça, en fait. Tu vois bien qu'il y a les marketplaces, ça fleurit de partout. Hein, donc nous, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est dedans, avec d'autres qui sont bien installés. Mais il y en a pas. Là, en ce moment, c'est le truc, ça sort de partout. Donc, c'est très bien. Moi, je comprends pourquoi, hein, par rapport à l'agilité, par rapport au e-commerce, la gestion des stocks, les changements de consommation, en fait. On l'a bien vu l'an dernier. Tu prévois de vendre certaines choses, puis finalement, t'as le Covid qui arrive et tu vends complètement autre chose. Et là, tu t'en sors bien quand tu es une marketplace. C'est plus difficile quand t'es pas, quand en termes de marque, par exemple les marques de mode, les gens étaient en confinement, ils n'avaient pas besoin de nouveaux vêtements. Donc c'est là où ça a été difficile. Donc je comprends pourquoi tout le monde se positionne dessus. Après, la façon dont on le fait, je pense que c'est très important. Et celles qui sortiront du lot, ça sera surtout autour de l'expérience client. C'est intéressant parce que je pense qu'en plus qu'on a un niveau d'éducation en tant que consommateur relativement élevé maintenant sur les marketplaces. Je suis prêt à accepter de m'être trompé sur un produit. Je suis pas du tout prêt à accepter qu'il arrive en retard ou qu'on me réponde pas quand j'envoie un message. Ou tu vois, c'est le niveau de service. Je rebondis sur ce que tu dis. Le niveau de service est pour moi presque plus important et là-dessus je suis très exigeant. Versus le produit, je peux m'être trompé parce que la description ou parce que j'ai mal évalué mon besoin. Donc ça me dérange pas de me tromper d'envoyer un produit. En revanche, il faut que la relation soit je me faisais la réflexion, ça fait 29 minutes, je crois qu'on n'a pas utilisé un seul terme anglais, j'allais dire seamless, donc sans accroc. Voilà. Et tu t'appelles le panier en même temps, c'est pas très anglophone ça. Non, c'est ça. Mais j'ai tendance à en utiliser beaucoup, quoi. Alors, une place, tu n'as pas dit prépondérante, tu as utilisé un terme, mais une place spécifique pour les produits La Redoute, donc c'est, j'allais dire DPM, AMPM, La Redoute Maison, La Redoute Collection. Alors, La Redoute Intérieure. Hein, La Redoute Intérieure, pardon. Tu m'as déjà dit La Redoute Maison tout à l'heure. Donc, j'insiste sur mes marques et je suis un peu à cheval sur le branding. Tu as raison. Donc, La Redoute Intérieure et La Redoute Collection en mode et AMPM, oui. Donc, ça reste des marques que vous maîtrisez, vous faites le design, la production, et qui sont vendues sur la marketplace. Avec ce changement de paradigme que maintenant La Redoute est une marketplace. Alors, en fait, merci de me tendre la perche pour le coup, parce que c'est vrai que si on veut se différencier demain, on pense aussi que c'est avec des marques exclusives. Et en l'occurrence, nos marques sont des marques exclusives. Les gens vont chercher de l'exclusivité. Donc, il y a le service, la confiance dont on vient de parler, c'est un axe majeur pour nous. Il y a aussi la partie exclusivité. Donc, du coup, c'est là où finalement nos marques internes, qui séduisent aujourd'hui beaucoup de nouveaux clients, sont très importantes pour nous. Et on peut faire le lien après avec les magasins et avec la construction de ces marques. Donc, c'est des marques filles, c'est pas une marque enseigne. Hein. La marque enseigne, c'est La Redoute, c'est une marketplace. Et les marques filles et les marques produits sont La Redoute Collection, La Redoute Intérieure et AMPM. Et là, on doit construire des vraies marques produits et elles doivent être désirables. Et c'est un atout très important si on veut se distinguer des autres marketplaces qui ont fait un choix différent de stratégie. Quand tu as 20, 30, 40 ou même 100 millions de produits sur ta marketplace, t'es pas dans une marketplace sélective à 600 000 produits. Donc nous, on souhaite être cette marketplace sélective, plus avoir ces marques exclusives. C'est aussi pour ça qu'on travaille des collaborations avec un certain nombre de marques et de créateurs depuis 1969. C'est un enjeu événementiel d'attirer et de fidéliser. Collaboration sur La Redoute Intérieure, La Redoute Collection ou AMPM, c'est ça ? Oui, là, qu'est-ce que je peux te citer ? Par exemple, avec Sœur, tu connais Sœur, il y en a une boutique pas loin. On a sorti une collection l'hiver dernier. On a travaillé avec toutes les marques, toutes les grandes marques, mais des capsules, des collections capsules spécifiques. Une petite parenthèse sur le sujet du coup, mais AMPM est la marque la plus ancienne parmi les trois qu'on... Alors, en fait, oui. je vais sur une question qui est le naming. AMPM peut être une marque à part dont tu vas faire ton branding propre. Mm-hmm. La Redoute Intérieure, c'est La Redoute. Enfin, en tout cas, tu rappelles... Tout à fait. Alors, c'est une stratégie un petit peu différenciée. AMPM existe depuis 20 ans. C'est une marque qui est pour nous premium et qu'on va positionner comme un éditeur. Donc, c'est une marque qui a son propre style, son propre lifestyle. Qu'est-ce qu'on appelle éditeur dans ton opinion ? Éditeur de design. Voilà, donc du coup, qui a une ligne de direction artistique assez claire et qui est sa propre ligne. Donc ça, c'est AMPM.
La Redoute intérieure et la Redoute collection, c'est un petit peu différent. Oui, ce sont des marques filles plutôt de la Redoute. D'abord, c'est des marques plus accessibles. Et sur la Redoute intérieure, on va être plus fonctionnel, plus accessible et on va réinterpréter les tendances de déco. Et il y a beaucoup de produits et ça change énormément. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même type de marque. Et sur la Redoute collection, on est vraiment sur un vestiaire idéal d'essentiel dans l'air du temps. Donc, chaque marque, finalement, a son positionnement. Et je te disais, sur ces 3 marques, ce qui est important, c'est qu'elles aient une stratégie aussi RSE très forte. Donc ensuite, pour véhiculer, finalement, l'image de marque, les produits et bien les différencier, on a différentes expressions. On reviendra tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais on a aussi la partie magasin. Même avant qu'on rejoigne le groupe Galeries Lafayette, on avait commencé à avoir un corner au BHV, mais aussi une boutique en propre sur AMPM et une autre sur la Redoute intérieure. Donc, c'est vrai qu'en se rapprochant aussi des Galeries Lafayette, là, il y a une complémentarité d'expertise entre le magasin et le digital. Mais c'était déjà dans notre stratégie avant de dire, pour construire une marque maison, on doit l'exposer, ça fait partie de l'expérience de marque. Donc, à date, on doit avoir une dizaine de magasins AMPM en France. On réfléchit dans certains pays sur l'international. Et on a 5 magasins à la Redoute intérieure. Et ensuite, on a une très belle exposition dans un certain nombre de corners Galeries Lafayette. En tout, ça représente combien de points de vente ? Wholesale et retail, tout Alors, compris. je vais te dire là, je ne sais pas. Je te dirai une bêtise et Sandrine ne sera pas contente si je ne dis pas le bon chiffre. Alors, je n'insiste pas. Mais une dizaine de magasins AMPM et tu m'as dit 5 sur la Redoute intérieure, hein, ouais. C'est ça. Je me posais la question de l'enjeu de la création de la marque quand tu n'as pas un univers propre d'expression de cette marque, puisque ces marques n'ont pas de site. Elles sont sur la Redoute, elles ont des pages, disons, de présentation. AMPM a un site. Ok. D'accord. Donc AMPM a un site. On y retravaille d'ailleurs pour qu'il soit plus waouh et qu'il nourrisse plus. On est en train d'y retravailler en ce moment pour qu'il nourrisse plus l'image de marque. AMPM a aussi des catalogues en propre qui sont très appréciés, qui sont considérés comme des magazines d'inspiration. Plus les magasins, si tu veux, ça fait un trio quand même assez fort. Et voilà. Donc c'est ça. Et la Redoute intérieure, il faut qu'on arrive en fait. C'est un enjeu d'ailleurs, hein, un enjeu du e-commerce, à être plus inspirant encore dans notre site, à avoir plus de contenu sur les produits, à raconter plus de storytelling sur le savoir-faire, sur comment ils sont designés, sur comment ils sont fabriqués. Voilà, et donc on est en train de travailler sur tout ça. Donc on doit retrouver plus d'expression encore sur le site. Et par exemple, on a un catalogue aussi, la Redoute intérieure, hein, qui est plutôt très apprécié aussi. Mais typiquement, les questions qu'on se pose en ce moment, on va entrer dans la technique, mais sur les fiches produits maison, on doit être plus inspirant. Aujourd'hui, c'est trop fonctionnel. Donc voilà, on a beaucoup de réflexions, ça marche très bien et les produits sont vraiment très désirables, mais j'ai envie de dire sur l'aspect branding, on peut encore progresser, on peut encore apporter beaucoup plus d'inspiration et de contenu. Sur quelle piste, du coup là, tu l'as dit, la fiche produit Sur la fiche produit, on réfléchit sur le live shopping, par exemple. C'est-à-dire que je pense que réhumaniser le digital et faire en sorte que les gens se parlent et se rencontrent, avoir du conseil, c'est très intéressant. Travailler plus avec des experts. Alors, on a une entité B2B aussi qui marche très bien, la Redoute for Business, où on réalise beaucoup de projets, on le dit pas suffisamment, beaucoup d'hôtels, restaurants, bureaux. Et du coup, on travaille avec pas mal d'architectes d'intérieur. Voilà, c'est des gens, on pourrait raconter ces histoires-là aussi à nos clients. Ok, entendu. Donc on a plein de projets. Sur les 600 000 produits, quelle est la part qui est... Un peu moins de 10% la Redoute vendeur, ouais. Et le reste marketplace. Sur combien de marques environ Sur la Redoute vendeur, ouais. Je sais pas. Ok. Super, et c'est un parfait pont vers un point que je veux aborder, c'est justement cette distribution qui est omnicanal pour la Redoute. Comment se fait le mix entre... Alors, on considère pas qu'on a une chaîne de magasins du tout aujourd'hui, hein. On se considère comme un acteur pur digital. La partie magasin, showrooming, est vraiment pour l'expérience de marque.
Il se trouve que ça se passe relativement bien et qu'on est dans nos objectifs, et c'est tant mieux, mais c'est pas une part encore enfin, je pourrais pas te dire voilà, c'est la moitié du chiffre se fait en magasin. Non, c'est pas du tout ça. Donc c'est en croissance. Ce qui est complexe. En croissance, en physique. En physique. Oui. Ok, avec une volonté de croissance. Oui, bien, bah il y a en fait, on a une volonté vraiment c'est une question de rentabilité. On peut pas perdre d'argent sur les magasins, et plus on fait, mieux c'est. En fait, ce qui est complexe aujourd'hui dans le multicanal, c'est que tu identifies bien tes ventes. Ok, elles sont là, elles sont faites. Tu identifies beaucoup moins bien l'empreinte laissée par ton passage en magasin sur des ventes digitales. Moi, mon rêve, c'est ça. C'est souvent, hein, en plus quand j'étais à la Fnac il y a quelques années, c'était l'inverse, c'était dire oh là là, mais est-ce que le digital, finalement je prépare des achats et ça me fait faire des ventes en magasin. Moi maintenant je pense que c'est l'inverse. Je pense que si l'expérience de marque est vraiment bien faite en magasin, ça a un effet de halo multiplicateur sur le digital. Et donc, voilà, on en discute avec pas mal de grands partenaires et souvent des gens très très doués dans la data, la R&D, etc. Ça reste très très complexe aujourd'hui à identifier. Ouais, un jour, on y arrivera. Mais... Je souhaite. On a souvent cette discussion sur le panier et je la trouve très intéressante. Je crois que tu as un avis sur le sujet, mais du coup, je te lance. Mais j'ai remarqué, en tout cas parmi mes invités, que tous ceux qui sont passés d'une marque purement en ligne à une marque qui a aussi éventuellement des corners, des boutiques, des revendeurs, il y a une accélération des ventes. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça fait un terrain de plus, parce que parfois ça crée aussi de la réassurance et de la légitimité de leur pouvoir toucher un produit. Je repense à Snow Leader qui distribue des produits de sport d'extérieur, qui a eu une réelle c'est pas une inflexion, une accélération de son business en ligne le jour où ils ont ouvert leur première boutique et ensuite... Oui, alors nous, la réflexion a été venue du fait que c'était quand, je pense que le premier corner en magasin, ça devait être il y a 5 ans. À l'époque, le marché de la maison était avant tout un marché physique. Les acteurs, voilà. Donc d'ailleurs, évidemment, le digital sur le marché de la maison progresse tous les ans, et tant mieux, et on en bénéficie, mais ça reste encore un marché physique, alors un peu moins l'année dernière. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans un achat impliquant, tu veux sentir la matière, tu veux essayer l'assise d'un canapé, tu veux voir vraiment le rendu du produit, etc. Parce que c'est impliquant. Et c'est pas juste, tiens, j'essaie à la maison, puis je remets au relais colis et je rendrai mon produit s'il ne me va pas. Donc du coup c'était en partant de ce constat et où on s'est dit c'est important d'avoir des points de vente pour tout ce que tu as dit avant, la réassurance, l'expérience de marque, la qualité du produit et aussi le contact humain. Ça fait que 5 ans, tu as dit ? Les magasins, oui. Lesquels ? Pardon, vous avez commencé par... On a commencé par un magasin à MPM. Et un corner au BHV. C'est marrant, j'ai l'impression de vous avoir vu depuis... Alors, La Redoute avant avait des magasins qui ont été fermés en 2008. Avant possible. 2008. Okay. Donc peut-être dans ta jeunesse, tu vas croiser des magasins Redoute qui étaient des magasins pour le coup de vêtements dans des centres commerciaux ou des magasins de retrait de produits qu'on appelait des rendez-vous catalogues. Mais ça, c'est l'histoire. C'est intéressant pour une marque qui est historiquement VPC d'aller en 2016, c'est ça les premiers magasins, j'imagine, 2015 réouvrir des magasins physiques, et aujourd'hui avec une volonté d'accélérer. J'entends très intéressant. Du coup, juste en termes de politique quand on est au Comex, on accélère sur le digital ou sur le physique si on avait un choix à faire ? Alors, d'abord, on est très digital, donc encore une fois, le rôle des magasins pour nous est très clair. Bon, l'année dernière, t'accélères pas en ce moment sur les magasins. Enfin, tu vois, là, on est un petit peu coincé entre guillemets, vu ce que les magasins subissent en termes de fermeture, d'arrêt, voilà. Encore une fois, nous, quand on a été ouvert, ça s'est plutôt bien passé. Mais tu vois bien, c'est les montagnes russes et c'est très difficile à gérer. Donc là, il y a une période de pause qui va durer un moment. Ça nous a pas empêché de développer un certain nombre de corners encore une fois dans les Galeries Lafayette, et ça fait partie de la stratégie du groupe. Donc on verra, voilà. Mais non, l'enjeu là tout de suite, c'est le développement sur le digital, bien entendu. Pour continuer sur la distribution, on l'a abordé tout à l'heure, mais j'aimerais bien creuser un petit peu. Quelle est la part ou quel est l'enjeu, la volonté sur l'international ? Alors, l'international, on doit être à entre 30 et 35% de notre volume d'affaires aujourd'hui. Dans des pays francophones ?
Non. Je sais pas, j'associe ça à alors, Laurent, tu as une vision tellement old school de la Redoute. Entre mes cibles, mes 11-14 ans qui m'adorent et l'international qui tu n'imagines même pas. Je suis très heureux d'être mis en tort sur tous ces sujets. Alors, avec le .com, on vend dans de nombreux pays. Maintenant, on a six filiales, avec des filiales. Donc, les plus gros pays sont la Suisse, la Belgique, l'Angleterre et la Russie. On est aussi présent en Espagne, on est leader au Portugal. Et puis, on développe plein de nouveaux pays, là en ce moment, les Pays-Bas, Luxembourg. On a pas mal de pistes de développement dans d'autres pays, dont on parle pas tout de suite. C'est quelque chose qui s'est passé sous ton air ? Non. La Redoute à l'international existe depuis longtemps. Et simplement, on pense qu'on reste, si tu veux, c'est un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires, mais chacun dans leur pays, même s'ils ont fait une année remarquable et ils ont des très belles croissances, ça reste des petits acteurs. Donc, on a un gros potentiel de croissance à l'international. Voilà. Ouais, d'incroyables leviers, j'imagine. Voilà, et en particulier avec l'offre maison, parce qu'en fait, quand tu réfléchis en Europe et avec nos marques. Donc aujourd'hui, on n'a pas notre marketplace, c'est que française. Évidemment, dans les années futures, on va la développer en Europe et à l'international. J'ai oublié, on est en Russie aussi. Parce que Igor va me dire, t'as oublié de parler de la Russie. Donc on est aussi sur le marché russe. Donc du coup, pour revenir à la marketplace, on doit la développer à l'international. Donc ça, c'est un axe de croissance fort. Mais aujourd'hui, ce qui draine vraiment la croissance, c'est l'offre maison. Parce que là, le positionnement de nos marques, la Redoute Intérieure et MPM, est vraiment très bon pour ces pays où l'offre, il y a de la place en fait. Il y a de la place pour accélérer. Et ça marche très très bien. Ok. J'aime beaucoup le sujet de ces... On a un client horloger qui s'appelle Moser. C'est un vieil horloger suisse indépendant qui a été fondé en 1827. Donc, quelques années après ou avant la Redoute. Avant, je crois. Ouais. Bon, quelques années à peine. Mais ce qui est intéressant, c'est la volonté incessante, permanente d'innovation. Et j'aime bien l'expression Center Result Startups. Donc voilà, le deuxième anglicisme de l'épisode, c'est start-up centenaire. Voilà, j'aurais pu le dire en français, ça aurait été simple. C'est pas mal, intéressant. Je pense que ça va nous plaire. Je peux reprendre ça en interne. Voilà, allez, très bien. Donc encore de beaux levées de croissance à l'international. Déjà 30% du chiffre d'affaires, c'est ce que tu me disais, mais vous restez un acteur modeste dans les pays dans lesquels vous êtes présent. Donc on a de la place pour le développement. Donc vous avez de la place pour le développement. Il y a des enjeux de branding. Alors je posais cette question naïve et Candy tout à l'heure sur le nom, la Redoute, mais... des enjeux de notoriété en tout cas. C'est sûr que l'histoire, alors dans certains pays on y est depuis longtemps, la Belgique, le Portugal depuis assez longtemps, dans d'autres pays moins longtemps. Donc il y a des enjeux de notoriété. L'histoire que les Français ont avec la Redoute n'est pas la même dans tous les pays. Maintenant la mission est la même, le branding est le même, on doit développer un certain nombre de choses. Vous jouez la carte française en Russie, oui, la Redoute, la Redoute oui. Ça veut dire ça sonne français, on peut pas mentir. Donc, oui, on joue la carte française, bien sûr. Intéressant, je reviens du coup à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les canaux de communication. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et vous avez fait l'année dernière une belle opération sur TikTok. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, c'est vrai que quand on part toujours du client, nous, donc on regarde où sont nos clients et les réseaux sociaux aujourd'hui sont une très forte source d'inspiration pour nos clients. Et donc, on essaie assigner un rôle différent selon les plateformes. Et donc sur TikTok, en faisant notre travail de compréhension des familles et en voyant TikTok arriver en France, qui a d'ailleurs une très belle croissance, alors dans toute l'Europe, parce qu'on fait des opérations sur TikTok sur toute l'Europe, mais en France, ils pensaient vraiment pas, pour discuter avec eux, avoir autant de succès. Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment et c'était un peu la minute rigolote de faire une vidéo TikTok. Et du coup, comment toucher finalement les 11-14 ans ou les 11-15 ans dont je te parlais tout à l'heure, en tout cas les jeunes teenagers, tu te dis, il y a TikTok, allons-y, et on doit se reconnecter absolument à ces cibles si on veut pas perdre le fil dans les générations futures. Et donc du coup, on y est allé.
Voilà, alors c'est notre agence Fred et Farid, il faut leur rendre aussi hommage parce qu'ils font un travail formidable avec nous et on travaille ensemble depuis 6 ans, on a une grande fidélité à l'agence et je trouve ça très intéressant parce qu'ils comprennent vraiment bien la marque et on y va ensemble et qui sont venus et qui nous ont proposé la Redoute Challenge, donc qui était une opération où juste TikTok venait de lancer une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire tu changeais de tenue. Donc c'était aussi le truc trendy du moment. Et ça colle en plus. Et on s'est dit, voilà, comment on peut intéresser les jeunes. Avec tout de suite, évidemment, le sujet de si tu ne vas pas en co-création, si tu ne vas pas en interaction avec les jeunes, tu te tombes à côté, quoi. Donc on le sait, tout le monde le sait, tout marketeur le sait. Donc c'est pas de la publicité classique, mais de toute façon, le digital, même avec d'autres cibles maintenant, nous montre que le contenu, la façon de faire, la façon de communiquer est très challengeante et en fait sur chacune des plateformes tu dois t'adapter au code. Donc pour nous c'était évident qu'on devait s'adapter au code avec un enjeu de casting ensuite à la fin parce que la Redoute Challenge l'idée c'était d'avoir ensuite des jeunes qui pouvaient faire une campagne pour la Redoute. Et on a eu donc, au-delà, alors je crois on en parlait ce matin, je crois qu'on est à 300 millions de vues sur TikTok avec cette opération, mais alors les millions de vues sur TikTok, je sais que certains puristes diront oui, mais attention, parce que ça dit tatata. Oui, je suis d'accord. Après, rien à battre, 300 millions. Oui, voilà. Oui, et puis c'est un record. Et on a eu quand même 40 000 vidéos postées. Donc 40 000 personnes qui ont fait le jeu pour être castées. Au final, on a casté 6 jeunes et on a fait un shooting au moment de la Toussaint et on est repassé sur TikTok et on se dit d'ailleurs avec eux et on se dit d'ailleurs que on va leur proposer des choses là bientôt parce qu'il faut continuer l'histoire. Et puis on a fait une deuxième opération qui était le premier calendrier de l'Avent sur TikTok autour de la sneaker parce que c'est très important. La sneaker, c'est un sujet très intéressant. C'est tout le monde et toutes les générations portent des baskets et donc c'est pour la Redoute, évidemment. Donc là, en fait, c'était de montrer aussi aux jeunes que tout leur modèle était sur la Redoute. Et tu avais aussi un peu de custom parce que c'est le truc du moment. Et ça a très bien marché aussi. Donc là, on était sur une cible 13-18. Et du coup, on a gagné 80 000 followers parce que le truc de la Redoute Challenge, c'était que c'était un challenge. Donc tu créais pas de contenu sur ta page TikTok. Donc là, maintenant, on a initié notre communauté avec un certain nombre de TikTokers et il faut qu'on continue cette histoire parce qu'encore une fois, si tu n'entretiens pas le lien, après tu tombes dans les oubliettes. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir fait ces contenus qui sont propres justement, ou cette opération qui est propre à TikTok, d'être allé parler le langage de ta cible là où elle se trouve, quoi. Et ce que je trouve vraiment intéressant sur TikTok, alors déjà ils essaient de d'être de rester une plateforme bon enfant entre guillemets, mais surtout ils favorisent la créativité. Donc ça c'est très intéressant parce que ça fait partie de nos valeurs et quand on parle de nos produits et nos équipes, on va aller parler d'innovation, mais encore plus de créativité et d'audace. Et TikTok correspond là-dessus complètement à ce qu'on veut faire. Donc et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit mais vous êtes sur TikTok, ça les a surpris et je pense que c'était une belle opération game changer en termes d'image. Moi ça m'a pas totalement surpris quand je connais mes chiffres et je sais ce que je vends sur cette cible, mais c'était bien de le réaffirmer. Pas mal de questions. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter l'épisode 63 du panier que j'ai enregistré avec Mathieu Rampant qui nous explique justement toutes les méthodes de toutes les manières de créer sa marque et de la faire exploser sur TikTok. Ta cible, elle n'achète pas, elle est prescriptrice. Oui, elle est prescriptrice. Bien sûr qu'en dessous de 18 ans, tu demandes à papa, maman de leur carte bleue, bien sûr. Ok. Et s'ils choisissent quand même leurs produits. Oui. Et alors après, sur cette cible-là, on n'a pas fait que TikTok. On a repris la parole en télé l'année dernière avec un film qui s'appelle Lou. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui fait 1 minute et demie, qui a été réalisé par Géraldine Nakache, qui a eu un très fort agrément et qu'on a beaucoup diffusé sur la fin de l'année. Et c'était l'histoire aussi d'une famille recomposée et comment une adolescente de 15 ans vit ça et comment la Redoute crée de l'intimité. Donc je t'invite j'invite les auditeurs à regarder ce film parce que il est totalement, en fait, il illustre vraiment ce qu'on pense de la Redoute, comment on peut interagir dans la vie des gens et comment on peut... je l'avais vu, il m'a ému.
Parce que j'ai plein de copains qui ont pleuré. Normalement, t'as dû verser ta petite larme, non? Attends. T'es un cœur dur. Fred et Farid encore. Bah oui. Damit. Je l'avais vu, il m'a ému. Vous pouvez chercher Lou, L-O-U, tout simplement Lou. Voilà, avec une musique de pomme en plus. Intéressant, du coup. Donc tout ça pour te dire, ce que je veux dire, c'est que TikTok, c'est pas juste un coup. C'est pas juste, tiens, la Redoute a fait un coup et voilà. Bon, ça, c'est super, on est ravis du succès. Mais ça s'inscrit dans une stratégie vraiment d'aller retoucher vraiment le cœur des familles et de leur montrer à quel point on peut être utile. Et on va continuer ce sujet de branding. On reprendra la parole fin mars avec un nouveau film qui va être canon aussi. Très impatient de le voir. Ces plateformes, alors tu m'as dit que vous avez 80 000 followers sur TikTok. Sur TikTok. J'avais vérifié quand on s'est parlé la semaine dernière, mais maintenant je suis en train de le faire. Je l'ai 79 plus, ce matin. Non, mais je pensais surtout à Instagram. Ces plateformes offrent des possibilités d'aller jusqu'à de l'achat. Donc vous êtes à 500 000 sur la Redoute, le compte. Alors sur Instagram, on a 3 comptes. On a 4 même. On a la Redoute où tu es à 500 000. Tu as la Redoute intérieure où tu es à 520, 530 000. Tu as AMPM, tu es pas loin des 400. Et tu as la Redoute Collection qui existe depuis pas longtemps et où on est à peu plus de 100 000. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette stratégie? Donc en fait, avec la Redoute Collection, on avait un sujet de redire finalement aux femmes, la Redoute Collection, c'est pour vous. Donc on travaille beaucoup sur une stratégie d'influence et une ligne éditoriale. Et là, il n'y a que les produits la Redoute Collection. Et ça marche très très bien. Voilà. Et c'est vrai que l'influence et Instagram nous aident à reconstruire l'image de marque des produits mode internes de la Redoute. Sur la Redoute, le compte La Redoute, là, on va être plus lifestyle et on va raconter plein de, ça peut passer, on peut avoir et on fait de plus en plus de live. Ça peut être une recette de cuisine de crêpes parce que c'était la Chandeleur, un truc entre gamins, de la déco, de la mode, une marque, etc. Et puis sur La Redoute intérieure et MPM, c'est bien la ligne directrice des marques en question maison. Ces plateformes permettent ou permettront bientôt de faire de l'achat. Est-ce que ça peut faire partie des plans? Bah, écoute, on montre beaucoup de produits et c'est à un clic. Quand tu cliques dans la fiche produit, t'es à un clic du site, donc ça fait déjà pas mal d'achats. Voilà. Ok, compris. Merci infiniment, c'est passionnant. Qu'est-ce que tes enjeux sur les 2-3 prochaines années? C'est quoi la Redoute dans 5 ans? Alors ça, tu aurais pu me la passer, celle-ci. La Redoute dans 5 ans, bah écoute, elle sera à 1,5 milliard. En tout cas, on va viser, on va aller chercher ça. On va tout faire pour faire ça. Je pense qu'on sera une marketplace encore plus de référence pour les familles, donc avec vraiment toutes les marques désirables du moment. Peut-être avec des nouvelles catégories aussi. Là, par exemple, l'année dernière, on a bien performé sur le jouet. Pour moi, c'est très important. L'enjeu, c'est que les gens, on augmente notre fréquence d'achat. Donc, on va travailler à des nouvelles catégories. On commence à se lancer sur la beauté, par exemple. Alors, une certaine type de beauté, c'est pas le maquillage, c'est plutôt le soin, la beauté naturelle. On a plein d'autres projets dont je peux pas parler tout de suite. Voilà, en ce moment. Donc en tout cas, une offre qui rencontre complètement les besoins de nos cibles stratégiques dont je t'ai parlé. C'est une Redoute qui sera transformée aussi d'un point de vue expérience client. On travaille, on a un nouveau DSI qui est en train de retravailler la vision avec on a un certain nombre de sujets aussi, IT, expérience, data. On progresse beaucoup sur la data. Donc, on doit réussir à anticiper les problématiques des clients et être dans l'anticipation et dans le customer care vraiment et pas dans la réactivité. Donc, on a encore des étapes à passer. Il y a encore beaucoup de travail. Et puis, ça sera une marque super cool, quoi. Formidable. Amélie, je te remercie énormément pour ton temps. C'était passionnant. Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que vous avez appris comme moi beaucoup de choses et je vous dis à très bientôt. Amélie, à bientôt. À bientôt. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements.
N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.